Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Ben Laden est-il mort? Les services de renseignement saoudiens sont convaincus qu'il a succombé en août dernier. C'est une note confidentielle de la DGSE qui révèle cette information qui n'est confirmée ni par Paris ni par Washington. À Compiègne, Jacques Chirac, Vladimir Poutine et Angela Merkel réunis autour de deux dossiers essentiels, l'énergie et le nucléaire iranien, des points de vue convergents qui pourraient consolider l'axe Paris-Berlin-Moscou. Double meurtre d'une rare violence à Berck-sur-Mer. Il s'agit d'une mère et de sa fille âgée de 18 ans. La jeune fille aurait été violée. À La Rochelle, le Grand Pavois avec au programme les nouvelles tendances de la glisse ou plutôt le retour de la planche à voile qui connaît une nouvelle jeunesse. Et puis magnifique exposition à Paris, les trésors de la Perse avant l'islam en Mésopotamie. Un voyage culturel et historique qui nous plonge dans la dernière dynastie des Sassanides. L'affaire est partie de la publication ce matin d'une note confidentielle de la DGSE dans l'Est républicain et depuis, les réactions diplomatiques se multiplient, aucune ne confirmant ni à Paris ni à Washington que Ben Laden est mort à la fin du mois d'août. Les services secrets saoudiens en sont pourtant convaincus, mais officiellement, rien ne vient appuyer cette thèse. Reste l'exaspération du ministère français de la Défense qui a demandé l'ouverture d'une enquête sur la fuite de ces documents secrets. Frédéric Crottard. La toute dernière apparition de Ben Laden, relayée par le canal habituel, la télévision du Qatar Al Jazeera, date d'octobre 2004. Par la suite, ce sont uniquement des messages audio, authentifiés par les spécialistes, qui ont été diffusés par les télévisions du monde entier. Le dernier enregistrement de la voix de Ben Laden remonte à 3 mois, depuis plus rien. La note de la DGSE que s'est procurée l'Est républicain est étudiée par les experts avec la plus grande prudence. Classé confidentiel défense, ce document évoque des informations recueillies auprès des services secrets d'Arabie Saoudite. D'après eux, et sans plus de précision, l'homme le plus recherché du monde aurait succombé à une crise de fièvre typhoïde contractée au Pakistan le 23 août dernier. Le problème, c'est qu'en 5 ans, la mort de Ben Laden a déjà été annoncée une bonne dizaine de fois. Il faut savoir que Ben Laden s'exprimant très peu, obligé d'être caché, effectivement, chaque fois qu'il est longtemps absent de la scène médiatique, ça laisse place à ce type de rumeurs et je crois malheureusement que c'est le cas. Jacques Chirac, qui aurait été avec Dominique de Villepin destinataire de cette note, s'étonne de sa publication dans la presse et demande l'ouverture d'une enquête interne. Sur le fond, il ne se prononce pas. Cette information n'est en rien confirmée d'aucune façon que ce soit et je n'ai donc pas de commentaire à faire sur ce point. Aucune autre confirmation ni au Pakistan ni aux États-Unis où l'information fait la une de tous les journaux télévisés. Seule certitude, c'est le numéro 2 d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri, qui a pris le relais médiatique. Par vidéo interposée, il menaçait encore tout récemment la France de nouveaux attentats. En Irak, le début du Ramadan a été marqué par cet attentat sanglant dans un quartier chiite de Bagdad. 31 victimes, autant de blessés. L'attaque a eu lieu près d'une station-service dans un secteur très fréquenté de la capitale. Karine Komazi. Ce matin, au dépôt de carburant de Sadr City, des femmes faisaient la queue avec leurs enfants pour remplir quelques jerrycans. C'est à ce moment-là que l'explosion a eu lieu, provoquant une trentaine de morts et autant de blessés. C'est un attentat. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Ce ne sont que des pauvres civils qui essaient de s'approvisionner. Des femmes et des enfants, pas des hommes. Après le départ des ambulances, les habitants de ce quartier chiite de la capitale laissent éclater leur colère. C'est un groupe armé sunnite qui aurait revendiqué l'attentat, l'un des plus meurtriers des dernières semaines, le jour même du début du Ramadan. Le mois est sacré pour l'ensemble des croyants. Mais pour les groupes islamistes les plus radicaux, le Ramadan est aussi propice pour le combat. Un musulman qui tue un musulman, je n'ai jamais vu ça. Je suis vieille et j'ai 2 martyrs dans ma famille. Et je vois chaque jour 150 personnes tuées. Pour la 4e année consécutive, les Irakiens entament le mois sacré dans un climat de violence entre communautés. En Allemagne, c'est sans doute une erreur humaine qui serait à l'origine de l'accident du Transrapide, fleuron de la technologie allemande qui a percuté une voiture de chantier alors qu'il faisait des essais. Considéré par les Allemands comme le train le plus sûr du monde, ce drame a coûté la vie à 23 personnes et pourrait risquer de ternir l'image de marque du Transrapide dont le premier modèle est utilisé en Chine. Jérôme Benny. L'Allemagne est en deuil des 23 passagers morts hier dans ce Transrapide, mais déjà les questions se font pressantes sur les causes de l'accident. On sait que la rame, lancée à 170 km/h, a heurté un wagon d'entretien sur cette piste d'essai.
Les enquêteurs privilégient la défaillance humaine et les autorités volent au secours de ce train à sustentation magnétique. Il faut attendre les résultats de l'enquête pour savoir si cela peut porter préjudice au développement de cette technologie. Mais je conseille vivement de ne pas tirer des conclusions trop rapides. Le site internet de Transrapide International vante les mérites de ce fleuron de la technologie, présenté comme 250 fois plus sûr qu'une rame traditionnelle. Le train magnétique enveloppe le rail, rendant tout déraillement pratiquement impossible. Et le fait est qu'hier, malgré la violence du choc, le train est resté sur la voie. Mais la commercialisation de cette technologie, difficile déjà depuis une vingtaine d'années, risque de marquer le pas. Le seul Transrapide actuellement en service dessert l'aéroport de Shanghai. Ses passagers ne semblent pas traumatisés par l'accident. De passer à une telle haute technologie dans le transport, c'est comme voyager dans un avion. Il y a des risques à prendre l'avion. C'est pareil dans ce genre de train. Pourtant, nul ne sait aujourd'hui si ce train a encore de l'avenir. Il y a un projet pour l'aéroport de Munich, mais avant même l'accident, il était hypothéqué par son coût, 1,8 milliard d'euros. L'accident semble dû à une erreur humaine, mais certains acheteurs éventuels peuvent estimer que le fait même qu'il n'y ait pas de conducteur dans le Transrapide soit un handicap pour sa sécurité. Un sommet informel à Compiègne avec Jacques Chirac, Vladimir Poutine et Angela Merkel, réunis autour de deux dossiers essentiels, l'énergie et le nucléaire iranien, des points de vue convergents qui pourraient consolider l'axe Paris-Berlin-Moscou. Laurent Boussier. Bain de foule, photos protocolaires et hymnes nationaux, trois figures imposées des sommets de chefs d'État, auxquels ce matin, Jacques Chirac, Angela Merkel et Vladimir Poutine n'ont pas dérogé. Au menu de ce sommet de Compiègne, comme prévu, le nucléaire iranien. Sur ce dossier, Français, Allemands et Russes sont d'accord pour calmer les ardeurs américaines et laisser encore du temps à la négociation. Dans cette affaire, on devait tout faire pour trouver une solution par le dialogue, qui est toujours la meilleure façon de régler les problèmes. Et je suis relativement, je dirais, optimiste, parce que c'est dans ma nature, sur l'aboutissement des discussions qui ont lieu. Participer au processus de paix partout dans le monde, c'est aussi la volonté de Vladimir Poutine. Le président russe a même profité de ce sommet pour annoncer l'envoi de militaires russes au Liban, une première. Nous sommes prêts à envoyer au Liban un petit contingent de génies militaires russes pour restaurer les infrastructures qui ont été détruites pendant la guerre, ponts et routes. Mais nous le ferons en bilatéral, pas dans le cadre de la finule. Tout au long de la conférence de presse, Vladimir Poutine s'est aussi efforcé de rassurer les Européens en matière d'approvisionnement en gaz. 9 milliards d'euros de contrats auraient même été signés hier entre la France et la Russie. Pas de grandes annonces évidemment à l'issue de ce mini-sommet, mais une confirmation. La volonté de Vladimir Poutine d'arrimer économiquement la Russie à l'Europe. En politique, après la polémique ouverte par Nicolas Sarkozy sur la démission des juges, l'opinion publique, si l'on en croit à ce sondage, donne raison au ministre de l'Intérieur. 65% des Français considèrent que la justice n'est pas assez sévère. 54% estiment que Nicolas Sarkozy a eu raison de dire que certains magistrats ont démissionné de leurs responsabilités. Sondage CS1 pour le Parisien. Cette polémique a suscité aussi les réactions du Parti socialiste, celle de François Hollande, qui estime que Nicolas Sarkozy est responsable de la montée de la violence. Quant à Ségolène Royal, elle s'est exprimée sur le sujet, mais pas seulement. Alors que Nicolas Sarkozy vient d'arriver à Dakar, où il sera reçu par le président Wade, voyage qui n'était pas à l'agenda initialement. Ségolène Royal, elle, se rendra au Sénégal la semaine prochaine. Une course de vitesse entre les deux possibles candidats à la présidentielle. Alexandre Cara, Thierry Breton. Un gâteau chilien, une écharpe de l'Ariège et des militants a cappella. Pour ses 53 ans, Ségolène Royal a préféré la ferveur des meetings à l'intimité familiale. Cerise sur le gâteau, le ralliement de Jean-Pierre Bel, proche de Lionel Jospin et président du groupe socialiste au Sénat. Au fond, seule fausse note le cadeau empoisonné du ministre de l'Intérieur, qui a rajouté sur son agenda une visite au Sénégal pour griller la politesse à la candidate socialiste. Je ne veux pas polémiquer, j'observe ce qui se passe et si mon voyage
a permis d'accélérer un certain nombre de conventions sur l'aide au développement, eh bien tant mieux. Au moins j'aurais fait une œuvre utile, et plus qu'utile. Sur les batailles internes au PS, pas un mot. Ségolène Royal réserve ses coups pour Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui où il y a un grand débat sur la question de la délinquance, sur ces attaques insupportables où l'on essaye de dresser la police contre la justice, à quoi cela rime? C'est pas en dressant la police contre la justice qu'on va régler les problèmes de délinquance. L'Ariège hier, Cahors ce matin, Châteauroux cet après-midi, le Ségolène Tour s'accélère. D'autant que dans quelques jours, la dernière bataille va commencer avec le dépôt officiel des candidatures pour l'investiture socialiste. Nicolas Sarkozy est arrivé cet après-midi à Dakar, une visite éclair pour traiter de l'immigration entre la France et le Sénégal, un sujet éminemment sensible au moment où l'Europe est confrontée à l'arrivée massive de clandestins. Le ministre de l'Intérieur a signé un accord sur l'immigration concertée. Les détails avec Benoît Bringer. Lorsqu'on parle d'immigration entre la France et le Sénégal, il faut d'abord s'entendre sur les mots. Le texte ne parle pas d'immigration choisie, entendez par la France, mais concertée. Premier volet, l'immigration régulière. Désormais, elle se fera en coordination entre les deux pays. La France s'engage à faciliter la délivrance de visas de circulation pour les hommes d'affaires et les artistes. Le but, promouvoir les échanges. Quant aux étudiants sénégalais, ils pourront toujours venir dans les universités françaises, mais en fonction des besoins en formation de leur pays. Les plus diplômés auront désormais l'autorisation d'effectuer leur première expérience professionnelle en France s'ils s'engagent à retourner travailler au Sénégal. Second volet, la lutte contre les clandestins. Le Sénégal accepte une surveillance de ses côtes par l'armée française pour prévenir le départ de nouveaux clandestins. Il s'engage également à accepter et organiser le retour de tous ces ressortissants arrivés illégalement en France. Le texte prévoit enfin la création d'un observatoire franco-sénégalais. Il sera chargé plusieurs fois par an d'évaluer et de réajuster les flux migratoires entre les deux pays. Depuis le début de l'année, plus de 26 000 clandestins africains sont arrivés aux Canaries après des mois de négociations et la promesse de verser au Sénégal des millions d'euros d'aide au développement. Le gouvernement espagnol a obtenu que Dakar accepte le rapatriement forcé de ses ressortissants, des rapatriements qui sont souvent mal vécus. Reportage de nos correspondants Dominique Derda, Frédéric Guiraud. L'Europe, ils en rêvaient, mais l'Europe n'a pas voulu d'eux. À Saint-Louis, plusieurs fois par semaine arrivent des îles Canaries des charters de clandestins. Dans l'espoir d'endiguer le flot des immigrés qui s'échouent sur les côtes de l'archipel, l'Espagne, non sans mal, a fini par conclure avec le Sénégal des accords de rapatriement. C'est grave ce qu'ils font, mais bon, on n'a rien à foutre, et puis je n'ai rien à perdre, je vais retourner ça sûr. Si plutôt moi aussi, je ne veux pas. Tant qu'il y a vie, il y aura toujours espoir, n'est-ce pas? Il ne faut pas vous décourager dans la vie. Non, je ne dois pas se décourager. Ce matin, ils sont une soixantaine, accueillis avec bienveillance par les services sanitaires et la gendarmerie sénégalaise. Il ne viendrait à personne l'idée de blâmer les candidats à l'exil. Si l'on prend leurs empreintes, leurs noms, leur adresse, c'est pour la forme. Seuls les passeurs, s'ils se font prendre, risquent la prison. À chacun, on remet 10 000 francs CFA, 15 €, de quoi prendre le bus pour rentrer à la maison. 10 000 francs, ça m'assert à quoi? Si je paye 3 000 francs ici pour aller à Dakar, ça va me rester combien? 7 000 francs. 7 000 francs. À quoi ça va me servir? Je n'ai plus d'habits. Bizarrement, ce n'est pas à l'Espagne qu'ils en veulent, mais à leur propre pays, coupable d'avoir envoyé ses policiers jusqu'aux Canaries pour faire le tri parmi les clandestins africains. Lorsqu'on a su qu'on risquait d'être renvoyé au Sénégal, on a commencé une grève de la faim. Mais des policiers sénégalais sont arrivés et ont commencé à nous tabasser. Ceux d'entre nous qui avaient encore leur carte d'identité l'ont cachée ou l'ont déchirée pour ne pas se faire repérer. Mais ça n'a servi à rien. Le retour au village promet d'être difficile. Dans la plupart des cas, c'est leur famille qui s'est cotisée pour payer le voyage en pirogue. 7 ou 800 € par personne, une fortune. Quand Pape a quitté Tivaouane pour prendre la mer, il n'a rien dit ni à ses parents ni à sa femme. Ce n'est qu'une fois aux Canaries, après 11 jours de traversée, qu'il leur a téléphoné pour les rassurer. Aujourd'hui, tout s'est passé tellement vite
qu'il n'a même pas eu le temps de les prévenir qu'il allait rentrer. Le prophète Mahomet m'en est témoin. Si mon fils n'a pas réussi cette fois-ci, la prochaine fois c'est sûr, il y arrivera. Parce qu'il est courageux et nous sommes tous fiers de lui. Comme la plupart des rapatriés, Pape désormais n'a qu'une hâte, repartir au plus vite. Entre ses parents, ses frères et sœurs, sa femme et leurs 2 enfants, il y a dans la maisonnée une bonne dizaine de bouches à nourrir. Et selon la tradition, c'est à lui, l'aîné de la famille, qu'incombe le devoir de subvenir à leurs besoins. À Biscarrosse, 1200 personnes ont manifesté cet après-midi à l'appel de Greenpeace devant le centre d'essai des Landes où on teste actuellement le nouveau missile nucléaire français. Les manifestants dénoncent la capacité de ce missile à emporter, disent-ils, des mini-bombes nucléaires. J'en viens à ce double meurtre qui a eu lieu à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais en milieu de semaine. Il s'agit d'une mère et de sa fille âgée de 18 ans. La jeune fille aurait été violée. Une enquête a été ouverte. Jean-François Firet, Catherine Juste. Valérie et Harmonie Trouillet, la mère et la fille, 38 et 17 ans. Leurs corps sans vie ont été retrouvés dans leur appartement du centre de Berck, sauvagement mutilés, dénudés. L'adolescente a également été violée. Il est 1h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Une épaisse fumée se dégage de l'appartement du 2e étage. Les pompiers interviennent, l'incendie est très vite maîtrisé. À l'intérieur, macabre découverte. L'incendie en fait est un leurre pour tenter de masquer un crime sordide. Sur la porte de l'appartement, aucune trace d'effraction. Seuls les locataires du dessous ont entendu quelque chose. C'était des bruits, des chaises, des meubles qu'on traînait. Mais c'était pas, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de... On parlait pas, il n'y avait pas de bruit, ni rien, pas de cris, rien du tout. L'immeuble est une résidence HLM au cœur d'un quartier réputé calme. La maman avait cessé son activité de secrétaire pour soigner une dépression. Harmonie venait d'effectuer sa rentrée en lycée technologique. Toutes les deux vivaient seules, loin du papa, domicilié dans le centre de la France. La meilleure amie d'Harmonie témoigne. Elle s'explique mal ce qui a pu se passer. C'était des personnes sans problème, elles n'ont jamais eu de conflit avec personne. Elles parlaient pas à beaucoup de monde. Gens très polis. Les proches des victimes ont été interrogés, mais les enquêteurs ne disposent toujours d'aucune piste crédible. Une information judiciaire va être ouverte. Les obsèques de la mère et de la fille auront lieu mardi. Nous vous parlions récemment de cette détention en provisoire abusive. Un couple a passé 22 mois en prison avant d'être relaxé. Il était poursuivi pour agression sexuelle. Aujourd'hui, on apprend que le parquet de Boulogne-sur-Mer a décidé de faire appel de cette relaxe. Affaire à suivre. La communauté juive célèbre le Nouvel An, en France comme ailleurs, l'occasion de se retrouver en famille pour cette fête qui précède Kippour, une période de 10 jours durant laquelle chacun fait son examen de conscience. Yann Jikel, Daniel Lévy. Le soleil vient juste de se coucher, c'est Shabbat. Tout commence par l'allumage des bougies et la prière. Mais ce soir, c'est différent. La famille Ouazana fête Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année. Et on se souhaite Shana Tova. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de fêtes, bonne année. Les Juifs entrent dans l'année 5767 qui commémore la création de l'homme. Toute la famille a tenu à être là pour partager ce moment sacré et ses prières. On trempe le pain dans le sucre, les mets sont abondants, beignets d'épinards, courges, céleri, navets, dattes. Ce soir, pas d'acidité, il faut que l'année soit douce comme le miel. La préparation du dîner a nécessité à la grand-mère de 87 ans une bonne dizaine de jours de travail. Le plat principal, le hasben, un couscous noir d'origine tunisienne. Tout un art. On met de l'arissa, du sel, du poivre, du coriandre. Est-ce que je sais, moi, en fait, toutes les épices du monde. Bon, y a pas... Nous ne sommes pas chez les Juifs orthodoxes, mais la tradition n'en reste pas moins très vivante, pleine de sens. C'est la semaine où on va régler ses comptes avec soi-même et avec l'autre, celui qu'on a pu blesser au cours de l'année. Ça va être une semaine de réflexion, une semaine de remise en cause. C'est ça Rosh Hashanah, c'est faire le point sur soi, autour de soi, enfin, avec l'autre, avec Dieu et avec nous en premier lieu. Rosh Hashanah est fêté par 600 000 Juifs en France. C'est la 3e communauté au monde, après celle des États-Unis et d'Israël.
Du fait marquant, les fêtes du Nouvel An juif et du Ramadan coïncident cette année. Le Ramadan qui a commencé pour des millions de musulmans, comme ici sur ces images en Indonésie, réunis dans les mosquées du pays, le recueillement des croyants, un pays entier en prière. En France, le Ramadan commencera demain, dimanche 24, avec le jeûne du lever au coucher du soleil pendant un mois. Météo France lance un bulletin d'alerte de vigilance orange dans 10 départements du sud. Des pluies orageuses diluviennes pourraient s'abattre dès ce soir du Roussillon au sud du Limousin, puis le front se déplacera vers l'est jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Ce bulletin de vigilance est valable jusqu'à lundi à l'aube. Les vendanges ont commencé dans les vignobles alsaciens. Septembre, c'est la fin des récoltes du crément. Certains viticulteurs font appel à des vendangeurs un peu particuliers, amateurs de bon vin. Ils ne perçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont rémunérés en bouteilles. Génie Briffa, Jean-Pierre Pasteur. Quand on est vendangeur amateur chez Seppi Landmann, il faut connaître quelques grands principes. Règle numéro 1. Vous avez toujours la main sous la grappe et le seau sous le rang. Et vous coupez le raisin au-dessus. Règle numéro 2, constituer une équipe harmonieuse. Tu as déjà vendangé une fois? Non. Elle a déjà vendangé une fois? Non, non, non. Ou alors ça marche pas. Pour moi, Règle numéro 3, pouvoir communiquer avec des étrangers. You have to understand, no problem. Yeah. Okay? Je suis dans le vin en Australie, alors je suis venu ici apprendre vos techniques. C'est spécial, en Chine il n'y a pas comme ça. Pour ce travail, pas de salaire, mais une ristourne de 20% sur les bouteilles. Mais tous vous le diront, ce qui compte... C'est l'ambiance aussi, chez Seppi c'est convivial. Hein. Dans le Bordelais, il y a des contraintes, c'est plus un travail, quoi. Et ici, c'est du plaisir. Grâce à eux, Seppi produit chaque année 65 000 bouteilles de crément et de vin d'Alsace. J'ai des gens motivés qui veulent le meilleur vin pour eux et pour moi-même. Hein. Et ensuite, ce sont aussi des clients qui comprennent après pourquoi le vin est un peu différent parce qu'on fait du tri, pourquoi il peut être un peu plus cher. Et puis vendanger pour certains, plus qu'un rêve d'enfant, c'est un rêve d'adulte. Je disais, je voudrais bien faire une fois les vendanges, il y a 3 ans, 4 ans. Mon petit-fils me dit, bah allez, tu viens avec nous. Donc vous êtes le doyen, mais en même temps vous êtes le petit jeune. Le petit jeune, c'est ça. Et la dernière règle incontournable chez Seppi, le banquet, en attendant leur cuvée 2006. L'ouverture dans le nord de la France de la chasse à partir de demain. On connaît la chasse avec le fusil et le chien au pied. Il y a pourtant une autre pratique qui commence à faire des adeptes, une chasse plus écologiste, la chasse à l'arc. Frédéric Monteil, Éric Delagneau. Regardez bien, dans cette image se cache un chasseur à l'arc. Perché à 4 mètres de hauteur, camouflé comme un commando, embusqué comme un sniper. L'arc préhistorique a disparu, place aux armes modernes. J'ai mis un arc à poulie. Un arc à poulie qui est entièrement équipé en fait, qui est entièrement équipé pour la chasse. Enfin, je tire des flèches aussi ultra modernes, c'est des flèches en carbone en fait. Moi je chasse indifféremment le lièvre ou le ragondin avec cette lame et que le chevreuil ou le sanglier. On a droit qu'à une seule flèche et de toute façon on ne cherche qu'à tuer en fait. Hein. Mais ce ne sont pas de grands tueurs. Un chevreuil abattu pour 20 sorties. Leur plus grande victime, des canards en plastique d'entraînement. Ah, j'ai la tête. À la chasse, je tire jusqu'à 10-12 mètres, pas au-delà. Parce que après, je ne suis pas sûre de mon tir et je ne veux pas blesser inutilement un animal. Plutôt que courir après le gibier, nos deux chasseurs préfèrent l'attendre à l'affût, l'un sur un tas de bois, l'autre en hauteur. Claudine, pourquoi est-ce que vous grimpez sur un arbre pour tirer à l'arc? Alors, on se met dans un arbre pour échapper à l'odorat de l'animal. Vous me voyez encore? Un peu moins. Pour l'animal, c'est pareil. Voilà, c'est fini. Invisible aux yeux des sangliers et des chevreuils, et pourtant, quand le gibier passe à portée de flèche, l'archer reste impassible. Pourquoi j'ai pas tiré le chevreuil qui passait par là? Eh bien tout simplement parce que en fait c'est une femelle. J'ai pas le droit de tirer les chevrettes en ce moment. Ça aurait été 15 jours, 3 semaines plus tard, j'aurais pu la tirer. Certains chasseurs à l'arc passent même 1 an sans décocher une seule flèche. Ce ne sont pas les chevreuils qui s'en plaindront.
La fête des jardins de Paris a 10 ans, 2 journées de découverte dans les espaces verts de la capitale, une promenade bucolique et imaginative. Anne Guéry, Frédéric Basile. La butte du Chapeau Rouge, en lieu et place d'une ancienne guinguette. Au Chapeau Rouge, jadis l'on y dansait, aujourd'hui l'on y flâne. Et l'on dirait le chaos, mais rien de tel. Suivez le jardinier. Le thème de la décoration, c'était le secret. Le secret, c'est pour ça que vous avez des zones où il faut aller découvrir. Sitôt dit, sitôt fait, les voici pêle-mêle, le nez plongé dans les herbes folles. Au fond, un miroir y a des zones avec miroir, et vogue l'imagination. Vous êtes posé des questions en regardant le miroir? Oui, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le péché. Moi, je crois que c'est le péché, là. Oui, ah ouais. On est dans un jardin, donc Adam et Ève, bon, enfin moi, oui. Oui, bon, pourquoi pas. Parc des Buttes Chaumont, point de secret ni de miroir, juste une histoire à vous donner des frissons. L'oiseau rôde, la corneille, une peste d'espèces pour les jardiniers. Ça a plutôt tendance à se regrouper et en groupe, et ça se mange même entre eux, c'est pour vous dire, quand ils ont vraiment faim. Mais ça s'attaque aux chatons, aux chats, et bon, jusque-là c'est jamais arrivé, mais en groupe et quand c'est vraiment vorace, ça pourrait peut-être même s'attaquer à des enfants, ou faut pas exagérer non plus, mais bon, un petit peu plus loin là-bas. Et puis la mineuse, la chenille, sinueuse et vicieuse qui attaque sans crier gare. C'est des morphales, hein. Ils sont très rapides à manger. Mais alors par contre, dès qu'une feuille est presque jaune, elle passe à une autre. Le marronnier est fatigué, mais il résistera. Respirez, il est des fleurs qui ne meurent pas, et les odeurs restent en mémoire, qui ravivent parfois les souvenirs de l'enfance. Un mot de football avec la large victoire de Lyon 4-1 face à Lille lors de la 7e journée de Ligue 1. Les champions de France n'avaient pourtant réussi à battre Lille que 3 fois depuis 2001. À La Rochelle, le Grand Pavois, rendez-vous des passionnés de la mer avec au programme les nouvelles tendances de la glisse ou plutôt le retour de la planche à voile qui connaît une nouvelle jeunesse. François Privat sur place et Fabien Tormos. Des sauts et des plouves dans un bassin long de 35 mètres, du wakeboard au beau milieu d'une plage et ça glisse grâce à un treuil très puissant. C'est mieux qu'en mer? Bah c'est l'eau est lisse. Donc c'est vachement bien, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire très facilement. On a de bonnes sensations parce qu'on se sent en sécurité en étant en pleine mer et c'est génial. C'est peut-être la nostalgie des années 80 qui provoque le grand retour de la bonne vieille planche à voile, avec des ventes en progression de 25% depuis 2004, grâce aussi à des flotteurs que l'on maîtrise mieux en principe. Les planches sont plus larges, beaucoup plus faciles d'accès, beaucoup plus stables. Et s'il y a du vent, elles partent très vite au planning, ça déjauge très vite, on se fait très vite plaisir, on a des sensations de glisse, alors qu'avant c'était beaucoup plus difficile d'accès, beaucoup plus lent de démarrage. Rendre les sensations accessibles à tous. Sur ce nouveau catamaran, on a installé une sorte de guidon de vélo pour en faciliter le pilotage. C'est vraiment comme sur un vélo, si vous voulez à droite, vous tournez à droite, allez-y, essayez si vous voulez. Alors on va à gauche, et là on va aller à droite. Ensuite, vraiment, la particularité, on va dire que ça, c'est l'accélérateur. Si on prend des termes qu'on va prendre à l'automobile. Là, vous l'avez déjà en main, ça y est? Ah oui, là, j'arrive à éviter le bateau qui est devant, là, déjà. Une embarcation étonnante. Ce kayak de mer équipé d'une voile. En fait, du neuf avec du vieux, puisqu'il a été inventé par des Allemands il y a tout juste 50 ans. À quelques kilomètres de Cannes, la ville de Mougins a aussi désormais son festival, mais un festival international de gastronomie. De grands chefs étoilés sont venus à la rencontre de gastronomes pour leur faire goûter leurs nouvelles créations. Olivier Théron, Raymond Chaplard. Ils ont décidé d'en faire un spectacle. Une galaxie de chefs étoilés en solo de piano. Les spectateurs pénétrés et en appétit profitent 2 fois du show. Après le plaisir des yeux, le plaisir du palais. C'est merveilleux justement d'avoir les tuyaux, La petite mousseline de cèpe et ses secrets sont notés soigneusement. Le chef Michael Fulci, étoilé au Michelin, a un objectif, transmettre le sens du goût. Tout est simple, il suffit d'y mettre du goût. Hein, si on y met un peu de notre cœur, un peu de nos sensations, c'est toujours meilleur. Mougins, village pièce montée au-dessus de Cannes, se fait capitale du goût. Dans les ruelles médiévales, on déguste. L'enchanteur,
Celui qui a apporté la grande cuisine il y a 30 ans, c'est Roger Verger. Un chef à la retraite, une signature, un artiste qui a su en inspirer d'autres. Je suis heureux de ressentir une certaine fierté, une certaine réponse à ce que j'avais fait. C'est que de la créativité. Et donc l'important, c'est que même si la cuisine a évolué, aujourd'hui on est sur d'autres bases. Verger à son époque a été très créatif. Bon, la grande cuisine, c'est aussi tendance. Mikado d'anguille avec un hydromel de chorizo et un beurre à la gastage déstructuré. C'est la cuisine fashion. Il y a l'hydromel de ma Bretagne, il y a les anguilles de mon pays. Et puis après, je m'amuse avec tout ça à vous emmener en voyage. Mougins, le village aux étoiles, va enchanter les palais jusqu'à lundi. Après, il faudra attendre 2 ans pour un autre week-end galactique. Magnifique exposition à Paris, les trésors de la Perse avant l'islam en Mésopotamie. Un voyage culturel et historique qui nous plonge dans la dernière dynastie des Sassanides qui régnèrent sur tout le Moyen-Orient. Isabelle Béchler, Grégory Vasseur. Il s'appelle Chapour, Ardéchir ou Artaban. Les rois sassanides ont connu plusieurs capitales, comme Suse ici, Ninive ou Ctésiphon. Leur centre de gravité était l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui. Leurs vestiges, les ziggourats, témoignent de la grandeur de leur empire du 3e au 7e siècle de notre ère. Les rois étaient guerriers et leurs conquêtes ont poussé bien loin leur empire, vers le Yémen au sud et l'Égypte à l'ouest. Ils ont guerroyé vers l'Asie centrale aussi. C'est une dynastie conquérante. Le cœur de l'empire, c'est l'Iran et l'Irak, mais ils se sont étendus vers l'Est. Récemment, un grand relief rupestre du roi Chapour a été découvert en Afghanistan sur le site de Raghi Bibi. Leur cour était luxueuse, comme en témoigne cette merveille d'or, cristal de roche et grenat. Les Sassanides exportaient vers la Chine les plus beaux brocarts, les perles et le verre. Après la bataille et la conquête, leurs aristocrates appréciaient le gibier et le vin. Des femmes dansaient à la cour, l'alcool était versé dans ces coupes à la tête d'antilope, jusqu'à la victoire des armées musulmanes en 632. Il y a des interdits qui ont été promulgués au début de l'époque islamique, interdiction d'utiliser cette vaisselle trop luxueuse en argent. Pour comprendre comment le vainqueur arabe a imposé un mode de vie plus frugal, découvrez comment l'argent doré a été remplacé par le bronze blanc. Woody Allen est à l'affiche, mais cette fois-ci au théâtre avec Adultère, 3 pièces où l'on retrouve la marque de fabrique d'un Woody Allen dramaturge. Sophie Jouve, Didier Dahan, Vincent Bouffartig. Ça commence comme un générique de film, mais on est bien au théâtre. En plein cœur de Paris, le plus désopilant des cinéastes new-yorkais se fait dramaturge, avec des histoires d'amour et de désamour. Pour Woody Allen, le couple est forcément menacé d'implosion. Même plus. Il s'ennuie avec moi et le tuyau taille-usine qu'il a sous la braguette. Il ne supporte plus de me le fourrer à l'intérieur. Tels sont les vagues prétextes qu'il donne. Voilà. Enfin, moi, je pense qu'il dit ça par politesse. Personnellement, je pense que c'est ma cuisine qu'il n'aime pas. Central Park West, une histoire d'adultère à tiroir entre bourgeois névrosés. Le mari, la femme et la maîtresse, mais pas seulement. Les trompeurs sont aussi les trompés dans cette folie burlesque et déjantée. Et toi, connasse! Quel genre de femme es-tu donc, Phyllis? Que tous ces soi-disant intimes n'hésitent pas à te trahir. Alors toi, t'as besoin d'un électrochoc. Ce qui est génial, c'est qu'on est condamné à jouer sincère, mais condamné à jouer vrai, condamné à être vraiment dans un état excessif, ou de joie, ou de pleurs. Tu m'as menti, tu disais que tu m'aimais. Jamais. Si. Jamais, je te dis. Tu es une fille. J'ai été prudent, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Il faut jamais baiser avec un juriste qui te coince toujours sur le vocabulaire. Ils sortent tous de la tête de Woody Allen, ils arriveront à s'en sortir. Parce qu'ils ont tous un peu de méchanceté et d'égoïsme, même les victimes. Donc, au point que dans cette autre pièce, les personnages décident d'écrire leur rôle eux-mêmes. C'est un autre Woody, plus surréaliste. Un coup de théâtre où réalité et fiction se confondent. est-ce que tu peux venir au salon
une seconde. Inutile de nous raccompagner. Tu as dit quelque chose. Espèce de sale jésuite. Au total, 3 morceaux de bravoure dans la lignée des meilleurs films de Woody Allen, servis par de brillants jeunes comédiens dont Xavier Gallet, qui valent largement ceux d'Hollywood. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50 sur un air de fête, présenté par Patrick Sébastien. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.